Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger l'annale Amérique du Nord 2022. Il s'agit de l'exercice B qui portait sur les condensateurs et le circuit RC. Alors la thématique, c'était les bornes de station totem qu'on utilise pour recharger des bus. Donc ça évite en fait aux bus d'avoir des batteries chimiques tout simplement. Et ce sont des bornes de station totem, ce sont des supercondensateurs en fait qui peuvent emmagasiner une grande quantité d'énergie électrique et de restituer ça en 10 secondes au bus à chaque fois que le bus arrive à cette borne. Alors on va étudier tout d'abord dans cette première partie un supercondensateur avec un circuit RC et notamment on va étudier plus exactement la décharge d'un condensateur dans le circuit RC. Alors ce sujet, j'ai oublié de te dire que ce sujet, comme d'habitude, tu peux le trouver sur le site Labo Lycée. Il est en format PDF, en format doc. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par regarder la partie A, hein, qui portait sur l'étude d'un supercondensateur. Donc on peut voir que tout d'abord dans l'énoncé, ce qui était important de repérer à mon sens, c'était de repérer que déjà le condensateur était initialement chargé, qu'il avait une tension assez borne qu'on notera E, et que cette tension était dans les données de 2,7 volts. La valeur de la résistance dans ce circuit aussi était donnée, elle était de 100 milliohms à plus ou moins 2 milliohms en termes d'incertitude type. Voilà, alors on va pouvoir démarrer maintenant la première question. Alors dans cette première question, on nous demande en fait de démontrer que l'intensité du courant, donc en régime transitoire, hein, est égale à moins C, la capacité donc du condensateur, fois la dérivée par rapport au temps de la tension aux bornes du condensateur. Voilà, donc je te rappelle juste une petite chose quand même, qu'en régime transitoire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une variation de I ou de U, c'est-à-dire de la tension ou de l'intensité, on note ça par des lettres minuscules. Voilà. Alors, il faut démontrer ceci. Alors, il y a deux relations qu'il faut évidemment connaître pour arriver à ceci. La première, c'est la relation de la définition de l'intensité du courant. Donc, l'intensité du courant, c'est quoi? C'est en fait une variation de charge pendant un certain laps de temps. Donc, si ce laps de temps est très très court, à ce moment-là, on dit que c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. La charge, évidemment, variant au cours du temps. Quand on regarde pour une charge, évidemment, d'un condensateur, la charge ne fait que augmenter. Mais là, nous sommes dans le cas d'une décharge. Donc, dans le cas de la décharge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, les petites charges positives qui sont ici et les charges négatives qui sont ici vont partir au fur et à mesure. Et donc, il va y avoir une variation de la charge qui va se faire de manière négative. Donc, ceci va être un terme, en fait, cette variation de charge va être négative. Pour compenser ça, on met donc un moins ici de manière à avoir une intensité de courant qui soit positive lors de la décharge. Donc, ça explique le signe moins que tu vois apparaître ici dans la formule. Ensuite, évidemment, il va falloir trouver une relation avec la tension aux bornes du condensateur. Or, qu'est-ce que l'on sait? On sait que la charge électrique, Q, est proportionnelle à cette tension aux bornes du condensateur. Ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle tout simplement la capacité du condensateur. Donc plus évidemment la tension aux bornes du condensateur augmente, plus la charge électrique la charge électrique accumulée par les armatures du condensateur va augmenter aussi. Bon, maintenant, il suffit simplement de remplacer Q dans la première relation qui est ici, et puis on retrouve ainsi la formule qui est là-haut. Hein. Donc I de T égale moins D sur dt de C fois UC de T. Voilà. Je te rappelle que la dérivée d'un produit dont l'un des membres est une constante, et on peut sortir la constante de la dérivée. Donc à ce moment-là, ça devient moins C fois D de UC de T sur D de T. Voilà, on vient de retrouver donc ici la relation qui était demandée. Dans cette question, donc, on nous demande de retrouver l'équation différentielle d'un circuit finalement de RC en décharge, hein, donc cette équation différentielle-là. On n'oublie pas que dans la première question, on avait obtenu cette relation-là qui va nous servir évidemment pour retrouver cette équation différentielle. Alors, le point de départ, à chaque fois, c'est la même chose. Il faut utiliser la loi d'Émaille. Donc, la loi d'Émaille, qu'est-ce que c'est? C'est une loi entre les tensions électriques dans un circuit ici série
Donc, comment on l'utilise cette loi d'émail? En fait, il faut regarder les flèches tension. La loi d'émail, en fait, elle est assez simple à comprendre. On pourrait dire que toutes les tensions qui tournent dans le même sens, on va les écrire d'un côté de l'équation, et toutes les flèches tension qui tournent dans l'autre sens, on va les écrire dans le membre de droite de l'équation. Donc, si on écrit la loi d'émail correctement, ça nous donne quoi? On constate que UC est une flèche tension, on voit bien, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est dans le même sens que le sens des aiguilles d'une montre. On voit bien que UR, par contre, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on voit bien que UC et UR vont être finalement, ont des flèches tension qui sont opposées, et donc UC à n'importe quel moment sera égal à UR, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc ça, c'est la loi d'émail. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir utiliser, c'est la relation de la loi d'Ohm. Donc on va avoir besoin de la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit que la tension aux bornes du conducteur ohmique, à n'importe quel instant, est égale à la résistance du conducteur ohmique multipliée par l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique à n'importe quel instant. Donc on voit qu'on arrive à une relation avec R et I, et on voit aussi que I, on l'avait vu dans la question précédente, c'est égal à moins C D2UC sur D2T. Donc on va injecter maintenant cette relation dans la loi d'Ohm, ce qui nous donne UR à n'importe quel moment est égal à R fois donc moins C fois D2U de C sur D2T. Bon, le moins, on peut le faire passer devant, donc ça me fait du moins RC fois D2U de C sur D2T. Or, qu'est-ce que l'on sait de UR? On sait aussi que UR est égal à UC. Donc on peut remplacer UR par UC, et à ce moment-là, j'ai une relation avec une équation différentielle en UC du premier ordre que l'on, évidemment, qu'on peut réécrire sous la forme du dessus en faisant passer ce terme-là, moins RC D2UC sur D2T, de l'autre côté de l'équation. Donc ça me donne UC de T plus RC fois D2UC sur D2T égale à 0. Voilà, on vient de retrouver l'équation différentielle demandée dans cette question. Alors dans cette question, on nous demande de déterminer les valeurs de A et B, qui sont des constantes en fait de la solution de l'équation différentielle que l'on a obtenue dans la question précédente. Alors pour y arriver, on va faire un petit point mathématique. Qu'est-ce qu'on sait en maths sur les équations différentielles du premier degré? On sait que lorsqu'on a une équation de la forme y' égale ay plus b, la solution est de la forme k exponentielle à x moins b sur a. Donc on va essayer de se rapprocher de cette forme mathématique avec notre équation différentielle concernant UC de t. Alors tout d'abord, il faut bien voir que la correspondance entre les maths et la physique, donc le y ici correspondrait finalement à notre variable qui est UC, donc le y en mathématiques correspondrait à notre UC de t. Le prime ici, c'est la dérivée par rapport à x. Nous en physique, on ne dérive pas par rapport à x, mais la plupart du temps, on dérive par rapport au temps, surtout que là, c'est une étude au cours du temps. Donc le prime remplacerait le d sur dt. Ensuite, on peut voir qu'il y a des coefficients a et b qui vont être aussi à déterminer. Donc on va mettre cette équation différentielle sous cette forme-là, en faisant passer le terme UC de l'autre côté et le terme RC aussi de l'autre côté de l'équation, de manière à avoir tout seul la dérivée de UC par rapport à dt, par rapport au temps, pardon, et donc ça reviendrait à isoler Y' ici. Donc on a RC D2UC sur D2T égale moins UC de T. On fait passer le RC de l'autre côté, ce qui me donne
pour équation différentielle, d de UC sur d de t égale moins 1 sur RC fois UC de t. Voilà, on s'est rapproché donc de la forme qui est ici, avec le fameux Y' qui correspondrait à ça, le Y qui est là, qui correspond au terme UC de t, et on voit apparaître tout simplement les coefficients maintenant A et B. Donc ici, tu as le coefficient petit a, et le coefficient B, le coefficient B vaut 0, puisqu'on voit tout de suite que ici, on a plus 0, et on voit bien que le coefficient B vaudrait 0. Donc la solution, si on l'écrit maintenant correctement, la solution c'est UC de t, qui est donc solution de l'équation, égale donc K, une constante K, donc ça je peux l'écrire, fois exponentielle AX. A c'est moins 1 sur RC, donc exponentielle moins 1 sur RC fois X. Alors nous, c'est pas X, je l'ai dit tout à l'heure, la variable c'est le temps, donc c'est fois T, moins B sur A, comme B vaut 0, il n'y a pas de terme ensuite, ici, dans cette suite de solutions. Donc on a une solution de cette forme-là, et on voit qu'il ne nous reste plus qu'à déterminer le fameux coefficient K qui est là. Alors pour le déterminer, on fait un peu comme on faisait en mécanique aussi, pour déterminer les constantes d'intégration. Eh bien, on va se placer à t égale 0 secondes. Donc à t égale 0 secondes, c'est-à-dire la condition initiale, qu'est-ce que l'on sait? On sait que la tension aux bornes du condensateur, elle est égale à E. Donc à t égale 0 secondes, on sait que UC vaut E, donc on va remplacer ça dans la solution proposée, ce qui nous donne UC à t égale 0 égale K fois exponentielle moins 1 sur RC fois 0. Donc on voit ici que le coefficient K, il va être égal forcément à UC0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, là, on a exponentielle de 0, et puis exponentielle de 0, on sait que ça fait 1. Donc on voit bien que K va être égal à UC à t égale 0, c'est-à-dire on trouve que K est égal à E. Il suffit maintenant de remplacer K dans l'expression de la solution qui est proposée ici, et on a donc notre solution. Alors moi je suis un peu feignant, je ne vais pas le réécrire, mais on voit bien que si on remplace K par E, on a la solution de l'équation. Maintenant il ne nous reste plus qu'à comparer cette solution que nous on a trouvée par rapport à la solution que l'énoncé nous propose. On voit concrètement apparaître le facteur de exponentielle moins t sur RC qui est B ici, et on voit que B finalement ça vaut E. Et plus 0, donc on voit bien que le coefficient A qui est là ici, ce coefficient A vaut 0. Donc on trouve par identification, avec la solution proposée, on trouve tout simplement que le coefficient B est égal à E et que le coefficient A est égal à 0. Voilà pour cette première méthode. Alors la deuxième méthode, elle consiste à utiliser des solutions particulières en fait de la solution qu'on nous propose ici. Alors qu'est-ce que l'on sait? On sait par exemple lorsque le temps de charge est suffisamment long, lorsqu'on a t qui tend vers l'infini, on sait que à ce moment-là, le condensateur va être entièrement déchargé. C'est-à-dire que la limite, si on peut l'écrire ainsi de manière mathématique, quand t tend vers plus l'infini, on sait que la limite de UC de t, ça va être 0. Autrement dit, alors 0 plus pour les mathématiciens, autrement dit, on tend vers une asymptote en mathématiques qui vaudrait donc y égale 0. Donc ici, on voit bien que lorsque t tend vers l'infini, qu'est-ce que ça donne au niveau de ma fonction? Lorsque t tend vers l'infini, qu'est-ce que l'on a? On a aussi le coefficient A plus B exponentielle moins t sur RC. Donc, lorsque t tend vers l'infini, on a l'exposant ici qui va tendre vers plus l'infini, avec le moins, ça fait vers moins l'infini. Et donc, cette exponentielle-là va tendre vers une valeur
qui vaudra 0, parce que exponentielle de moins l'infini, eh bien ça tend vers 0. Donc on voit bien que le terme qui est là va entièrement tendre vers 0, et donc on a un coefficient a qui va valoir 0. Pour trouver maintenant la valeur du coefficient b, il nous faut donc une deuxième équation, donc il va nous falloir une deuxième condition particulière. Cette deuxième condition particulière, c'est lorsque, on l'a vu tout à l'heure, hein, lorsque t égale 0, on sait que le condensateur est initialement chargé, ça veut dire qu'il a une tension E à ses bornes. Donc on remplace là-dedans par t égale 0, ce qui nous donne que UC de 0 égale à donc, le coefficient A qui vaut 0, donc cette fois-ci je vais écrire 0, donc 0 plus le coefficient B exponentiel moins, alors à t égale 0, donc 0 sur RC, autrement dit, l'exponentielle de 0, ça fait 1, donc ceci vaut 1. Et on voit bien que le coefficient B, donc B fois 1, donc ça fait B, donc le coefficient B est égal à UC0, mais UC0, qu'est-ce que c'est? C'est E. Autrement dit, on trouve que le coefficient B est égal à la valeur de la tension borne du condensateur lorsque celui-ci est initialement chargé. Voilà, on a trouvé donc les deux coefficients A et B. Il suffit de remplacer ensuite dans la solution qui est proposée. Et à ce moment-là, on retrouve l'équation que l'on connaît bien, qu'on a vue en cours, E fois exponentielle moins T sur RC, qui est tout simplement l'évolution de la décharge du condensateur au cours du temps, c'est-à-dire la tension qui va diminuer au cours du temps de manière exponentielle. Alors, dans cette quatrième question, on nous demande de déterminer le temps caractéristique de décharge du supercondensateur. Alors, on a évidemment sous les yeux la courbe d'évolution de la tension du condensateur au cours du temps. On voit que c'est une exponentielle décroissante, hein, comme le décrit la relation qu'on a trouvée tout à l'heure, hein, UC égale E fois exponentielle moins T sur tau. Donc il y a deux manières de trouver le temps caractéristique de décharge. La première méthode, c'est celle que moi je privilégie avec mes élèves, c'est de se placer au temps T égale tau. Donc à T égale tau, qu'est-ce qui se passe? On constate que lorsque T égale à tau, si on remanie cette équation, on a UC à T égale tau égale à E exponentielle moins tau sur tau, hein, et donc on a E exponentielle moins 1. Donc ici, on voit que exponentielle moins 1, si tu tapes ça sur ta calculatrice, tu trouves 0,37. La valeur de E étant égale dans l'énoncé à 2,7 volts, le résultat de la tension borne du condensateur lorsque T égale tau, c'est à peu près 1 volt. On est à 0,9999, donc on arrondit à 1 volt, évidemment ici. Alors maintenant, regarde au niveau graphique ce que ça donne. Lorsque tu te places à une tension UC égale 1 volt, on peut constater que le temps caractéristique de décharge, il est autour de 300 secondes. Donc ça, c'est la première méthode qui nous permet de définir donc, le temps caractéristique de décharge. Alors la deuxième méthode, en fait, elle consiste à tracer la tangente à l'origine à la courbe et ensuite de regarder son intersection avec l'asymptote horizontale qui sera ici évidemment l'axe des abscisses. Alors quand on regarde la courbe maintenant, on peut constater que la tangente à l'origine de la courbe coupe cet axe des abscisses en un point et on peut voir que ici ce point correspond au temps caractéristique qu'on a trouvé tout à l'heure de 300 secondes. Alors j'aime moins bien cette méthode parce que tu te rends compte en effet que tout dépend de la pente que tu vas donner à ta tangente. Si elle est plus ou moins oblique, en fait, tu vas trouver un temps caractéristique qui ne sera forcément pas le même. Donc moi, je privilégie plutôt avec mes élèves plutôt la première méthode, le 0,37 fois E, qui est une méthode un peu plus analytique, et avec un tracé graphique, si on s'y prend bien, il y a très peu d'erreurs sur le temps caractéristique. Donc la cinquième question nous propose de finalement d'en déduire la valeur de la capacité du supercondensateur utilisé dans cette étude, commenter l'ordre de grandeur obtenu pour la capacité du condensateur.
Alors, on a obtenu le temps caractéristique tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'on sait du temps caractéristique? On sait que le temps caractéristique, c'est le produit de R fois C. Donc, on connaît le temps caractéristique. La résistance nous était donnée aussi. Donc, on peut facilement calculer la capacité du condensateur. Donc, la capacité du condensateur, c'est simplement le temps caractéristique sur la résistance ici du conducteur ohmique. Donc, si on fait l'application numérique, donc on a trouvé tout à l'heure 300 secondes pour le temps caractéristique. Alors, la résistance du conducteur ohmique nous était donnée, elle était de 100 milliohms. Alors, 100 milliohms, hein, c'est 100 fois 10 puissance moins 3 ohms. Il ne fallait pas oublier de faire la conversion, évidemment. Et puis, donc, ça nous fait du 0,1. Donc, on voit bien que la capacité du condensateur va être de l'ordre de 3,00 fois 10 puissance 3 farad. Voilà. Alors, on nous demandait de commenter. Commenter 3000 farads, les condensateurs que tu as utilisés, toi, en activité pratique, hein, sont des condensateurs, tu vois, de l'ordre du picofarad, du microfarad ou du nanofarad. Là, on en est très très loin, puisqu'on est carrément sur des milliers de farads. Donc, c'est des capacités qui sont énormes. Et donc, le commentaire qu'il fallait donner ici, c'est que la capacité d'un supercondensateur, elle est énorme, hein, elle est gigantesque. Hein. Donc voilà le commentaire qu'on pouvait donner ici dans. Donc dans la question 6, on nous demande de calculer l'incertitude type sur la capacité du condensateur et ensuite d'exprimer le résultat de cette mesure avec son incertitude type. Enfin, on nous demande de comparer la valeur expérimentale à la valeur de référence qui est de 3000 farads. Voilà, alors tout d'abord, on va calculer l'incertitude type sur la capacité. Alors faites attention à la notation, parce que là, dans l'exercice, on pourrait confondre ceci avec la tension en bande du condensateur. C'est absolument pas le cas. Voyez, le C, il n'est pas en indice, hein, il est entre parenthèses ici, et le U, en fait, c'est ce qu'on appelle l'incertitude type. Donc c'est la notation de l'incertitude type, donc il faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une incertitude type? Prenons par exemple la donnée sur la valeur de la résistance. Vous avez ici une valeur de 100 qui est donnée, donc ça c'est la valeur moyenne de la résistance. Et après, vous voyez, vous avez plus ou moins 2 milliohms. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte d'intervalle de confiance autour de cette valeur de 100 milliohms. Et cet intervalle de confiance, c'est ce qu'on appelle l'incertitude type. Et on va noter ça U de R. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ce qu'est l'incertitude type, on peut passer au calcul. Alors, le calcul, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire vraiment prendre le temps, avec sa calculatrice, de bien tout taper, parce que souvent, on a des oublis. On oublie le carré, on rentre pas le bon terme dans la racine carrée. Bref, on oublie des ordres de priorité au niveau du calcul. Alors, on va le faire ensemble. Donc, l'incertitude type sur C, c'est égal à la capacité donc, du condensateur, donc, qui était ici de 3000, c'est la valeur qu'on avait trouvée précédemment, hein, 3000 farads, multiplié par la racine carrée de, alors U de taux était donné, hein, c'était 25 secondes, divisé par le temps taux qu'on avait trouvé précédemment, donc qui valait 300 secondes. On met tout ça au carré, plus l'incertitude sur R, on a dit que c'était 2 milliohms sur les 100 milliohms concernant la valeur de R. Alors, tu vois ici, souvent, quelquefois, il y a des élèves qui font des conversions, qui transforment les milliohms, par exemple, en ohms. On voit bien que c'est inutile. Pourquoi? Parce que ici, tu as une valeur en milliohms, en bas, tu aurais une valeur en milliohms. Donc, tu vois bien que les milliohms s'éliminent d'un point de vue unitaire. Et donc, qu'on mette ça en ohms, en haut et en bas, ou qu'on mette tout en milliohms, on voit bien que le rapport va être le même. Il sera de 2 sur 100. Donc, il est inutile de faire des conversions. Lorsqu'on a comme ça des rapports entre une même grandeur, il suffit que les deux soient dans la même unité. Alors, si on fait ce calcul-là, correctement, donc on a une valeur pour UC qui était de l'ordre de, je reprends ma feuille, 257 farads. Donc ça, c'est l'incertitude sur la valeur de la capacité. On nous demande ensuite de l'écrire avec cette incertitude type. Donc on va adopter une forme d'écriture qui est celle-ci, sauf qu'on va parler évidemment de la capacité. Donc ça veut dire que la capacité peut s'écrire comme
3000, plus ou moins, donc l'incertitude sur la capacité, c'est-à-dire 257. Donc vous voyez qu'on a un intervalle de confiance, farad, hein, qu'on a un intervalle de confiance ici autour des 3000 farads, et on voit que la valeur de référence, bien sûr, qui était de 3000 farads, entre bien sûr dans cet intervalle de confiance-là. Donc ici, dans cette question, on nous demande de déterminer la valeur de l'intensité maximale Imax lors de la décharge du condensateur. Et on nous demande aussi de commenter cette valeur qu'on obtiendra à la fin. Alors, on nous dit quoi? On nous dit à propos du supercondensateur que sa capacité est de 20 farads et que la tension aux bornes du condensateur lorsque celui-ci est entièrement chargé vaut 760 volts. On nous donne aussi la courbe de décharge du condensateur. Alors regardons comment avec ces informations on peut répondre à cette question. Tout d'abord, il faut comprendre que l'intensité sera maximale lorsque le condensateur en fait est entièrement chargé. Lorsqu'il est entièrement chargé et qu'il commence à peine sa décharge, eh bien c'est là que l'intensité sera maximale. La tension bande du condensateur à ce moment est aussi maximale et est donc égale à E. Donc on va partir de ce constat pour essayer de répondre à cette question. Alors tout d'abord, on sait que à t égale 0, hein, au début de la décharge, on sait que la tension bande du condensateur est égale à E. Mais qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que d'après la loi des mailles, c'est ce qu'on a vu précédemment, lors de la décharge, on avait UC à la date t égale 0 est égal à UR à la date t égale 0. Hein, je me place à cette date t égale 0 parce que c'est là évidemment qu'on va avoir une intensité maximale. Or on sait que UR, d'après la loi d'Ohm, c'est R fois Imax. Donc c'est là que l'intensité est maximale. Donc ça veut dire qu'on a une relation qui va nous permettre de calculer Imax, puisque UC à t égale 0 est égal à E. Donc on a une relation qui va s'écrire que E égale R fois Imax. Et donc si on cherche Imax, eh bien ça nous donne E sur R. Alors, évidemment, on ne peut pas tout de suite faire le calcul numérique parce que tu vois bien qu'il te manque la valeur de R ici et qu'il va falloir déterminer la valeur de R. Alors, pour déterminer la valeur de R, eh bien, on va se servir de la courbe de décharge du condensateur. Grâce à cette courbe de décharge, on va pouvoir déterminer le temps caractéristique de décharge. Donc, je te rappelle la technique pour déterminer le temps taux caractéristique de décharge. On se place à UC égale taux, hein, à t égale taux, donc UC de taux, et on sait que UC de taux, c'est 0,37 fois E. Donc ça, c'est d'après le cours, hein, ça se redémontre, mais c'est d'après le cours. Et 0,37 fois E, donc si on fait 0,37 multiplié par 760, on va obtenir donc 281 volts. Donc si on arrondit à 280, c'est bon aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc on regarde maintenant la courbe. Donc, quelle est la tension pour une tension de 280 volts? Quel est le temps caractéristique? Bien, il suffit de se faire une simple lecture graphique et on trouve un temps caractéristique qui est de l'ordre de 2 secondes à peu près pour ce temps caractéristique. Maintenant qu'on a ce temps caractéristique, on va pouvoir déterminer donc la valeur de la résistance R. On sait que le temps caractéristique, c'est le produit R fois C. Donc la valeur de R, eh bien c'est le temps caractéristique divisé par la capacité du condensateur. Le temps caractéristique étant de 2 secondes, la capacité du condensateur étant de 20 farads, on voit que 2 divisé par 20, ça fait 0,10 ohms en termes de résistance. Reste plus qu'à faire là maintenant l'application numérique finale, donc à remplacer R ici et E, et on obtient la valeur de Imax. Donc on trouve une valeur de Imax qui est égale à 760 volts divisé par 0,10 ohms et on obtient donc 7,6 fois 10 puissance 3 ampères. Alors je l'écris toujours en écriture scientifique avec 2 chiffres significatifs parce que ici évidemment je suis contraint de le faire. J'ai 2 chiffres significatifs ici. Alors ce qui est intéressant c'est que on peut retrouver cette information dans l'énoncé. Si on reprend l'énoncé que je reprends avec vous, on voit qu'il y a une dernière phrase qui était donnée à propos de la phase de biberonnage.
on nous disait qu'en effet, l'intensité du courant électrique peut atteindre plusieurs milliers d'ampères en début du transfert. Donc en effet, on voit ici que l'intensité est bien de l'ordre de grandeur des dizaines de milliers d'ampères, hein, on se rapproche plus du dizaine de milliers d'ampères que du millier d'ampères, mais on est bien dans les ordres de grandeur qui nous sont donnés dans l'énoncé. Dans cette dernière question, on nous demande d'estimer le délai minimal à respecter entre le passage de deux bus totems. Alors pour comprendre cette question, il faut imaginer un peu ce qui se passe. Donc vous avez un bus qui arrive à l'arrêt totem. L'arrêt totem va donc charger le condensateur du bus en 10 secondes, c'est ce qu'on appelle dans le texte la phase du biberonnage. Et ensuite, évidemment, le condensateur de l'arrêt est complètement déchargé. Il faut donc un certain temps pour ensuite recharger ce condensateur. Ce délai, en effet, de charge du condensateur va correspondre au délai minimum qu'il faudra pour que le deuxième bus arrive à l'arrêt totem. Donc en fait, le réseau électrique va aller charger le supercondensateur grâce à de l'énergie électrique qu'il va fournir en un certain laps de temps. Et cette quantité d'énergie fournie en un certain laps de temps, eh bien, elle est en fait donnée grâce à la puissance qui est de 9 kW. Je vous rappelle que la puissance, c'est la rapidité à laquelle va se faire ce transfert d'énergie. C'est une sorte de débit d'énergie qu'on fournit du réseau vers le supercondensateur. Alors, ceci étant dit, donc le délai minimum va correspondre à la durée qu'il faut pour charger complètement le condensateur. Voilà, une fois qu'on a compris ça, regardons maintenant la formule qui nous est donnée. On a ici l'énergie emmagasinée par un condensateur. Donc on voit bien que lorsque le condensateur va être entièrement chargé, l'énergie emmagasinée sera donc maximale. Quand est-ce que cette énergie est maximale? Eh bien, on voit que cette énergie va être maximale non pas parce que C est une constante, 1,5 étant une constante, on voit bien que c'est parce que la tension en borne du condensateur va être maximale aussi. Quand est-ce que la tension en borne du condensateur est maximale? Tout au début, tout à la fin de la charge, lorsque la tension aux bornes du condensateur sera égale à E. Donc, on va pouvoir définir ainsi l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur, qui sera de 1,5 fois C fois E au carré. Donc ça, c'est donc l'énergie maximale emmagasinée. On peut donc la calculer en faisant l'application numérique, puisqu'on a toutes les données qu'il nous faut. Donc 0,5 fois 20 farad fois 760 volts au carré. Et donc ceci vous donne comme réponse, alors je vais regarder juste ma petite fiche, 5,8 fois 10 puissance 6 joules. Voilà. Donc on a l'énergie emmagasinée maximale. Maintenant, on va pouvoir, grâce à la puissance fournie par le réseau électrique pour charger le condensateur, on va pouvoir déterminer la durée qu'il faut pour charger le supercondensateur, pour qu'il y ait une charge totale, et donc pour que le deuxième bus ensuite puisse arriver. Donc cette durée, comment on la calcule? On se rappelle que la puissance, c'est l'énergie sur la durée. Donc c'est un débit d'énergie, encore une fois. L'énergie, donc ici, vaut... donc on va chercher plutôt delta T. Hein. Donc delta T est égal à l'énergie divisée par la puissance. L'énergie en joules. La puissance, on va la mettre en watts. Et donc le temps sera à ce moment-là en secondes. Donc ici, on va respecter les unités qui sont celles-ci. Et donc si on respecte ces unités, il y a juste une petite conversion à faire au niveau de la puissance. Donc on va la faire ensemble. Donc les 9 kW de puissance se transforment en 9 fois 10 puissance 3 watts. Et donc ça nous donne ici une durée qui est de 640 secondes. Alors ces 640 secondes, qu'est-ce que ça équivaut en minutes et en secondes? Bon, on voit qu'à peu près 10 minutes, c'est 600 secondes, hein, puisque dans une minute, il y a 60 secondes, donc 10 minutes, c'est 600 secondes.
Donc on voit bien qu'il y a 10 minutes d'écoulées. Et il nous restera, pour aller de 600 secondes à 640, on voit qu'il nous reste 40 secondes. Donc 10 minutes, 40 secondes. Donc c'est le temps qu'il faut pour ensuite charger le supercondensateur avec le réseau électrique. Et donc ce sera le temps pour lequel un deuxième bus pourra arriver. En delà de ce temps, évidemment, si un deuxième bus arrive, le supercondensateur ne sera pas entièrement chargé et donc la phase de biberonnage ensuite ne se fera pas correctement.